Abrupte, pardon. Yannick, vous êtes un ancien détenu. Vous avez choisi de venir témoigner à visage couvert, donc on ne va pas révéler votre identité. Vous êtes là pour témoigner de ce qu'est l'emprisonnement, du quotidien d'un prisonnier et certainement de comment on ressort de la prison. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Prune Misoff. Bonsoir. Bonsoir. Alors le micro, faut lui parler bien devant. Ils sont très directionnels et ne pas le prendre par la connectique, ça fait des scrunchs à l'antenne. Alors vous êtes chargé de plaidoyer à l'Observatoire international des prisons, qu'on connaît aussi sous le sigle l'OIP. Et à vos côtés, Dominique Simoneau. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Voilà. Bonsoir à tous les trois. Yannick, pendant une heure, on va parler de politique pénale, d'utilité supposée de la peine, on va parler de prison. Vous l'avez connu, vous, la prison, et je pense qu'il est peut-être utile de commencer par vous. C'est derrière vous maintenant, mais ça fait partie de votre vie. Comment c'est l'arrivée en détention et qu'est-ce qui vous a surpris ? Ma première peine de prison, donc je l'ai connue à l'âge de 16 ans. J'avais eu un parcours au préalable de foyer, donc j'avais été baladé de foyer en foyer. Avant d'arriver en prison, alors forcément j'en avais une image un peu ce qu'on voit à la télé dans les prisons américaines, donc il y avait quand même une appréhension. Mais une fois sur place, en fait, je me suis rendu compte que en fait, je retrouvais énormément de camarades de foyer, donc qui étaient placés à l'aide sociale à l'enfance comme moi. J'ai eu juste l'impression en fait que je retrouvais un nouveau foyer avec des restrictions un petit peu différentes. En plus, bon, c'est JD, on était quand même seul en cellule, hein, donc il n'y avait pas de matelas par terre comme dans les maisons d'arrêt que j'ai connues par la suite. Mais en fait, ça envers toutes les peurs que je pouvais en avoir. Donc ça a eu un effet inverse. J'avais plus peur de la prison. Après ça, donc je suis retourné en prison donc pour différentes peines de plus en plus longues. Donc j'ai connu énormément la maison d'arrêt où on était vraiment les uns sur les autres en cellule avec des matelas par terre. Et la réflexion que je me fais aujourd'hui quand je repense à tout ça, c'est que on sort de nos quartiers où on connaît la misère, on connaît déjà la violence, on connaît la solitude, on connaît la place qu'on n'a pas dans la société. Et en fait, arrivant en prison, c'est exactement ce qu'on retrouve. Donc c'est vrai que quand on arrive en prison et que on retrouve toutes ces choses, en fait c'est juste impossible de se trouver une place dans la société parce qu'on a en fait tout nous renvoie au fait que qu'on n'a pas cette place en fait, hein, qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas aimé, donc on n'a pas cette place en tout cas à prendre dans la société, quoi. Est-ce que vous avez trouvé ça utile ? Parlez bien près de... Non, évidemment, absolument pas, puisque forcément, quand on est entouré en permanence d'autres délinquants, en fait, les seuls gens qu'on connaisse, c'est des délinquants. Donc on se fait un carnet d'adresses et puis c'est l'escalade vers des faits de plus en plus graves et donc des peines de plus en plus longues. Le résultat, il était là. Si l'effet était inverse, il n'y aurait pas la surpopulation qu'on connaît aujourd'hui et les records qu'on bat chaque année et plusieurs fois par année d'ailleurs. Prune, Dominique, c'est ce que raconte Yannick, ça fait écho à ce que vous avez constaté avec les gens que vous avez peut-être rencontrés ? Totalement. Je peux même dire que c'est l'illustration parfaite. Il y a 2 jours, j'étais avec des détenus de la santé. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, Madame, dans nos quartiers, on est entouré par la délinquance. On a peur dès qu'on sait parler. Je crois pas que ce soit, en tout cas mes enfants, d'autres enfants, c'est pas ce qu'ils vivent. Et ce que tu racontes, Yannick, c'est exactement nous ce qu'on voit à chacune de nos visites. Des gens, en plus, 41% des détenus sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Vous avez vu le procès qui se tient en ce moment contre sur des pauvres enfants qui ont été placés dans des familles épouvantables. J'ai lu qu'on leur urinait dessus, on les frappait, violait. Enfin, c'est quand même un comble de retirer des enfants à des familles pour les protéger, a priori. Hein ? Supposément pour les protéger, a priori. Supposément pour les protéger. Ces endroits ne sont pas contrôlés, ni les familles d'accueil, ni les foyers, et il s'y retrouve la violence. Et quand il vient nous dire, Yannick, quand je suis arrivée au centre des jeunes détenus de Fleury, j'ai retrouvé un foyer un peu différent, mais comme un foyer, avec autant de violence, autant de pression. C'est quand même une honte, et on en arrive à des prisons. La prison aujourd'hui, les maisons d'arrêt surpeuplées, c'est un temps mort qui vous apprend la violence, et avec les restrictions à tout, à l'accès aux soins, l'accès à l'enseignement, l'accès aux activités, que je vous dise. Et passer 22 heures sur 24 en cellule à 3. En plus des cellules bourrées de vermine, on y reviendra. On va en parler pendant une heure. Avant de vous passer la parole, Prune, un petit instant avec vous, Dominique Simoneau. Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Et est-ce que vous avez un petit pouvoir ou pas, finalement ?
Parce que ça fait longtemps que vous dénoncez ces conditions. Même quand j'étais journaliste, je l'ai dénoncé. Parce que vous étiez journaliste dans une autre Je vie. suis pas. Mon institution, enfin l'institution que je dirige actuellement, elle sert à visiter tous les lieux de privation de liberté où les gens arrivent par décision administrative ou judiciaire. Ça fait les centres de rétention pour étrangers, les centres éducatifs fermés pour les enfants, les prisons pour enfants, les prisons tout court et les services fermés des hôpitaux psychiatriques où les gens sont enfermés, les malades sont enfermés, et les cellules de garde à vue. Voilà. Je n'ai pas le pouvoir d'ordonner faites ci ou faites ça, mais je dirais qu'après chacun de nos passages, des choses changent un peu, mais l'énorme problème qu'est la surpopulation carcérale, pour le moment, il va falloir que ça change. Et Prumizov, vous avez certainement quelque chose à en dire. Oui, je peux que rejoindre les deux interventions précédentes. Peut-être pour poser la question du sens et de l'utilité, il faudrait revenir aussi sur ce que c'est en fait la prison, c'est-à-dire à quoi on enferme quand on enferme quelqu'un. Et aujourd'hui, effectivement, la réalité des maisons d'arrêt. Donc les maisons d'arrêt, c'est quand même Voilà, là. je vous ai sous la main. Peut-être qu'on va faire un peu de lexique, parce que Yannick évoquait des maisons d'arrêt. Voilà. Il y a plusieurs sortes de lieux de privation de liberté. C'est un type d'établissement pénitentiaire qui accueille les personnes qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qui sont présumées innocentes, qui attendent leur jugement, qui représente quand même 1 personne sur 4 en détention en France. Donc c'est une proportion importante. Et qui peuvent y rester longtemps. Et qui peuvent y rester relativement longtemps, oui. Alors, pas 10 ans a priori, mais relativement longtemps quand même. Ça peut se compter en mois, années. Oui. Voilà. Donc les personnes qui sont en détention provisoire et les personnes qui sont condamnées à des peines de 2 ans ou moins. Quand ils sont condamnés à des plus longues peines, a priori, ils sont dans d'autres types d'établissements. Et en fait, les maisons d'arrêt, c'est l'établissement dans lequel il n'y a pas de limite de nombre de personnes. Enfin, officiellement, bien sûr, il y a une limite, il y a un nombre de détenus prévu, mais c'est là où se concentre toute la surpopulation carcérale. Donc, on ne cesse pas d'enfermer dans les maisons d'arrêt, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des maisons d'arrêt qui sont à 200%, voire plus, et on a une moyenne globale de plus de 150% d'occupation dans les maisons d'arrêt. Et la réalité, c'est ce qu'a commencé à décrire Dominique Simoneau, c'est vous passez 22 heures, voire 23 heures sur 24, dans une cellule qui fait à peu près 9 mètres carrés. Vous êtes dans des conditions vétustes, vous avez une cellule qui est souvent insalubre, vous avez des rats, des cafards, des punaises de lit, et ça va évidemment avec les 22-23 heures sur 24 en cellule, mais ça veut dire des carences énormes en termes d'activité et en termes d'accompagnement. Les personnes, en fait, attendent l'heure de promenade, avec des promenades qui parfois ont autant de problèmes d'insalubrité et de vétusté d'ailleurs. Et de violence. Et de violence. Et alors forcément, la surpopulation carcérale, ça va venir accentuer toute cette tension. On imagine bien que la promiscuité, le manque d'intimité, le fait d'être tout le temps les uns sur les autres, parce que en fait, les gens sont vraiment entassés dans ces cas-là, ça ne peut qu'accentuer les tensions et les violences. Yannick, je vous vois acquiescer à mes côtés. Je vous voyais dire oui de la tête. Est-ce que ces dames étaient en train de décrire? Vous avez connu, vous, la surpopulation carcérale? Bien sûr. Et tout ce qu'on vient de décrire? Oui, tout à fait. Donc, évidemment, ça me renvoie à tout ce que j'ai pu vivre. Quand on arrive dans une cellule, des gens ne choisissent pas les co-détenus avec qui on va être. Donc, avec toutes les différences d'âge, de lit ou de crime, enfin de raison en tout cas d'incarcération, de tempérament, etc. J'en parle même plus, des cafards, des rats, enfin tout ce qu'on peut trouver en prison, des punaises de lit qu'on voit très régulièrement. Des cellules, moi je me rappelle par exemple, on parlait de la santé tout à l'heure, quand la première fois que j'étais à la santé, j'y suis resté 4 ans, on était 4 en cellule, pour aller aux toilettes, vous aviez un petit muret qui était haut d'1 mètre, les besoins vous les faisiez devant tout le monde, quoi. Donc quand vous vivez comme ça pendant 4 ans, vous développez énormément de difficultés après à aller aux toilettes. C'est des choses qui sont quand même dégradantes et très difficiles à vivre et que vous traînez après pendant des années avec vous. Effectivement, la promenade, évidemment, il y a énormément de violence. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est pas que des détenus qui ont commis des délits qu'on trouve en prison. On trouve des gens qui ont des problèmes d'ordre plutôt psychiatrique, qui devraient plutôt être soignés dans un hôpital psychiatrique parce que ils sont en prison, ils sont pas soignés, ils vont sortir dans le même état et on voit malheureusement des drames qui se passent malheureusement avec d'autres détenus.
voilà, enfin, on mélange vraiment tout le monde. Les problèmes qu'ont des gens d'addiction, qu'ont des problèmes d'addiction, les problèmes psychiatriques, les problèmes de mœurs, les problèmes de grand banditisme. Vraiment, tout le monde est mélangé au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de récidives, des escalades et des drames, encore une fois, dans les cellules. Dominique Simoneau? La grande question qui est philosophique finalement, qui se pose à nous tous, toute notre société, c'est qu'est-ce qu'on attend de la peine? Moi je comprends très bien, elle doit punir la peine, oui c'est sûr, Mais pas que. mais pas que. Elle doit mettre à l'écart, mais pas que. Et la loi prévoit d'ailleurs que la vie en prison doit être la plus proche possible de celle de dehors. Bon, on en est immensément loin, mais si on attend de la peine une vengeance, c'est gagné, parce que ça c'est vraiment des conditions vengeresses, cruelles. Mais en fait, qu'est-ce qui est bon pour la société? C'est ce que disait Robert Badinter, que l'homme sorte meilleur de prison. Or, le président de la République a juré sur son cercueil fidélité à la mémoire de Robert Badinter et à ses idées. Et c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai vu. Voyez là, pendant 4 ans, le contrôle général que je représente a demandé à exhorter à ce qu'on fasse sortir des gens, qui aient moins de monde en prison, qu'on enferme moins de monde, comme en Allemagne, 20 millions d'habitants de plus que nous, 15 000 détenus de moins. Il y a quand même un problème. Et j'ai visité leur prison, nickel chrome, et 1 par cellule, et 70% des détenus qui travaillent en Allemagne, contre 28% ici. Alors, je reprends, j'ai dit au président de la République, vous voyez... Donc c'était Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, depuis 4 ans, le gouvernement me répond, me rétorque, on ne peut pas faire de décélération carcérale, on ne peut pas réguler, on ne peut pas, parce que ça ferait monter le Front National. J'ai dit, vous voyez le résultat, vous avez le Front National et vous avez des prisons qui vont exploser. Il y a des drames tous les jours en prison. Or, le but, je le répète, parce que c'est important qu'on le comprenne, oui, ça punit la prison, c'est bien normal, mais ça devrait être autre chose qu'un temps violent, un temps mort, comme ça l'est aujourd'hui. Prune Misoff? Oui, Il y a Alain dans le chat qui nous dit la peine doit servir à méditer ses fautes. Alors certainement, mais c'est tout à fait. Bien sûr. Encore mais faut-il à un sortir cadre meilleur. Et pas dans les conditions, vous vous rendez compte là, je pense qu'on est à 80 000 détenus aujourd'hui, et il y a 3 800 ou 4 000 matelas au sol, ce qui veut dire... Plus de 3 600, ouais. Mais je pense qu'on est à 4 000 là. Et vous savez qu'il y a les détenus qui se mettent du papier toilette dans les oreilles et dans le nez pour ne pas que les cafaris entrent. Voilà. Oui, pardon, et l'autre jour à part, pardon, j'ai vu un monsieur de 81 ans, il dormait sur le matelas par terre. Voilà. Oui, alors effectivement, quand on parle du sens de la peine et qu'on raconte tout ça, en fait, on peut reposer la question un peu différemment et se dire à quel moment on peut imaginer que la peine de prison puisse avoir un effet positif quand on décrit tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire qu'en fait, on enferme quelqu'un, on ne pense pas à sa sortie. Aujourd'hui, la sortie de prison, ça relève vraiment de l'impensé. Et j'insiste sur ce 23 heures sur 24 en cellule, parce que ce sont les maisons d'arrêt, mais les maisons d'arrêt, c'est 70% de la population détenue aujourd'hui. Donc c'est vraiment une très large majorité des personnes qui sont concernées. On a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme début 2020, on a été recondamné en juillet 2023, pour des traitements inhumains ou dégradants. À quel moment on pense qu'infliger des traitements inhumains ou dégradants à des personnes va créer quelque chose de positif? Donc ça c'est la première chose. Et puis pour rebondir sur ce que disait Dominique Simoneau, sur la question de la décélération et de la régulation carcérale. Alors peut-être régulation carcérale en quelques mots. L'idée c'est les prisons sont surpeuplées, c'est plus tenable, et donc... Alors, on ne va pas bloquer les entrées en prison, mais par contre, pour faire entrer des personnes, on en fera sortir. Et on fera sortir les personnes qui sont globalement, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais le plus proche de la fin de peine, idéalement de manière accompagnée et pas en sortie sèche comme c'est le cas pour la majorité des personnes détenues aujourd'hui. Et donc ça, l'idée, c'est de revenir à un taux de 100%, en fait, de dire on peut plus accepter. Il y a que en France, en fait, où c'est si banal. Chaque mois, on bat des records. Là, on disait 3600 matelas au sol. On serait à presque 4000 là, je pense qu'on a atteint les 80 000 détenus. On continue. Et en fait, chaque mois, c'est devenu banal. C'est un peu plus d'inhumanité, mais en fait, on est à un tel point que
ça choque presque plus suffisamment. En réalité, ce qui est très intéressant, si on continue à regarder un peu ce qui se passe autour de nous, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ils ont mis en place en début d'été, le gouvernement venait d'arriver, ils ont dit on est en crise pénitentiaire, nos prisons sont au bord de l'asphyxie. Ils risquaient de dépasser 100% d'occupation. Et ils ont mis en place une régulation carcérale. Ils ont laissé l'été au service d'insertion et de probation pour se préparer. Et à partir de septembre, ils ont fait une première libération des personnes détenues. Et octobre, il y en a une deuxième normalement qui est en cours. Nous, on l'a vécu pendant la crise sanitaire. Il y avait une crise sanitaire. On avait peur que l'épidémie ravage les prisons. Il y a eu de la libération de personnes qui étaient en fin de peine. Tout s'est bien passé. A priori, il y a eu moins 12 500 personnes détenues. A priori, il n'y a pas eu de drame en France à ce moment-là. Donc en fait, on l'a l'expérience. C'est possible, c'est là, c'est à portée de main. Ben, il y a un problème de courage politique évident, hein, parce qu'il y a des discours extrêmement démagogiques. Moi, j'en veux aux élus, parce qu'ils vont voir les prisons. Ils savent ceux qui y vont, ils le voient. Et Par exemple, un parlementaire peut se rendre pour se rendre en visiter les prison, dans la prisons. prison de son C'est comme ça que ressort. les journalistes y vont, d'ailleurs, c'est souvent accompagné d'un parlementaire. Ben oui, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller, nous, les journalistes. Enfin, très rarement. Je leur en veux de leur discours. Je leur en veux de refuser de voir les choses en face au profit d'un discours qui flatte les gens dans pas ce qu'ils ont de meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur pour la société? Qu'est-ce qui est meilleur pour éviter la récidive à la sortie? Oui, ça peut choquer de se dire faut mieux les traiter parce que ça fait plaisir de piétiner les détenus qui empoisonnent la vie de tout le monde. Mais il faut penser plus intelligemment, plus finement et se dire qu'est-ce qui va être meilleur? Éviter la récidive, voilà ce qui est meilleur. Comment ça s'est passé votre sortie de prison, Yannick? La dernière On parlait de sortie sortie sèche. J'ai connu effectivement des sorties sèches, donc non accompagnées, hein, c'est-à-dire on sort. C'est-à-dire, on vous ouvre la porte et vous êtes dehors. C'est ça, vous avez votre sac, vous retournez dans votre quartier et vous retrouvez tous les gens que vous connaissez, vous retrouvez les mauvaises habitudes que vous aviez, puisque forcément il n'y a rien de Vous n'avez prêt. pas autre chose? Ouais. Et même dans les sorties qui n'étaient pas sèches, qui étaient on va dire préparées, enfin à moitié préparées, la seule chose qu'on vous propose généralement, c'est des stages qui n'ont pas de débouchés. C'est des boulots qui sont très très mal payés et très précaires. En tout cas, rien qui va vraiment vous donner envie de vous accrocher et qui va vous motiver en tout cas à y aller. Moi, j'aurais aimé, dans mes premières peines de prison, qu'on me dise, voilà Yannick, moi je crois en toi, tu es capable de plein de choses. Plutôt que de faire ta peine de prison, peut-être on peut aménager quelque chose, t'envoyer dans un truc humanitaire pour que tu voies effectivement que toi aussi tu peux aider les autres. J'aurais aimé en fait qu'on me fasse confiance, qu'on me montre que moi aussi je peux avoir confiance en moi et que je suis capable de plein de choses. Certainement que j'aurais évité énormément de temps de prison en tout cas. Et là, de délit aussi. Et de délit, forcément. Et encore là, quand je suis sorti la dernière fois, il y a eu des années de reconstruction, il y a eu des années de thérapie, je me suis vraiment pris en main et j'ai été accompagné par des détenus de longue peine qui m'ont vraiment orienté, encouragé, et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. J'ai réussi à trouver un travail grâce à un ancien détenu, dans lequel je suis en CDI depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Qui lui vous a fait confiance parce qu'il savait peut-être un petit peu ce que c'était, probablement. Voilà, puis parce qu'il savait que j'avais vraiment envie de m'en sortir. Et du coup, voilà, aujourd'hui j'y suis arrivé. Comme je dis souvent, autant la réinsertion, ce qu'on appelle la réinsertion, 80% des efforts appartiennent au détenu lui-même, à l'individu lui-même. Mais s'il n'y a pas les 20% à côté, elle est juste irréalisable. Et ces 20%, ça peut être un aumônier, ça peut être un visiteur de prison, ça peut être un CPIP, ça peut être un employeur. Voilà. C'est quoi un CPIP pour ceux qui nous rejoignent? C'est un conseiller, éducateur. Un éducateur, oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Conseiller d'insertion, de probation et des... Conseiller pénitentiaire. D'insertion et de probation, c'est bien ça. Et malheureusement, même eux, je veux dire, quand ils ont 120 dossiers, forcément, ils ne peuvent pas les suivre comme il le faudrait. Voilà. Alors c'est vrai que j'entends souvent parler de cette surpopulation que j'ai bien connue. Et je me fais toujours la même réflexion, c'est que je me dis qu'aujourd'hui en prison, moi dans ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas soignés, qui vont sortir dans le même état qu'ils sont entrés, voire
pire puisqu'ils ne sont pas soignés. Alors que si on crée à la place des places en psychiatrie, on pourrait vraiment les traiter, les accompagner et les soigner. Ça libérait quelques places de prison. Si à côté de ça, on prenait tous les gens qui ont des problèmes d'addiction, parce que je vois par exemple un mec qui va en prison pour une conduite en état alcoolique, il ne sera pas plus soigné, il va sortir, il sera toujours alcoolique. Donc la récidive, elle est quasi inévitable. Alors que, Explique ce qui se passe s'il est toxicomane. donc pareil, En prison. Toxicomane, forcément. Aujourd'hui, le mec qui rentre toxicomane, il a des traitements jusqu'à ce qu'il sorte. Quand il sort, il est toujours accro. Mais c'est Donc, surtout que la drogue circule en et prison. la drogue, évidemment, nulle dehors. circule en prison, bien évidemment. Alors que si on crée des places d'addictologie, aussi bien pour les alcooliques que pour les drogués, et qu'on les traite, qu'on les accompagne, qu'on les aide à retrouver une place dans la société, encore une fois, ça libérait des places en prison. Et si enfin on prenait les primo-délinquants, plutôt que de les mettre là où ils vont se faire un carnet d'adresses, où ils vont connaître l'escalade, si on les mettait, on leur propose, enfin je sais pas, soit un an de prison, soit de partir dans un chantier extérieur à 400 km de chez toi, bah forcément... je connais aucun gamin qui refuserait. Et aujourd'hui, on a la semi-liberté, on a le bracelet électronique, on a les chantiers extérieurs, on a les placements extérieurs. En tout cas, on a une panoplie de possibilités qui pourraient faire qu'on pourrait éviter à ces gamins la prison. Et ce qui libérait, encore une fois, tellement de places de prison, bah là, il resterait qui? En fait, il resterait que les délinquants endurcis, bah avec qui on pourrait vraiment travailler sur leur insertion, ce qui n'est absolument pas possible au jour d'aujourd'hui. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on a toutes ces solutions et qu'on ne le fait pas? C'est dogmatique. Ben, je pense que c'est, oui, un manque de courage. Le manque de courage total, de dire, écoutez, voilà, ça n'est plus possible, on va faire comme en Allemagne. Il y a Kael, comme en pardonnez-moi, Angleterre. qui dit, salut Kael, qui dit, c'est fou de dire qu'il ne faut pas libérer à cause du Rassemblement National, ce qui ferait baisser le Rassemblement National, c'est en tout cas le point de vue de Kael, c'est une politique plus efficace en fait. C'est ce que vous aviez un peu dit. Mais je suis 1000 fois d'accord avec lui, ou elle, je ne sais pas. Ben, bravo, exactement. Et c'est pour ça que ça m'a mise dans une telle colère de voir que je me heurtais à ce non du gouvernement, du président de la République en me disant non, ça ferait monter le Front National, alors que si on tient un discours normal, intelligent, sensé à nos concitoyens, je pense qu'ils l'accepteraient. Ils pourraient comprendre en montrant les exemples autour de nous en Europe. On est quand même les champions de l'Europe de la surpopulation carcérale, après Chypre et la Roumanie. C'est pas... Voilà. Et quant aux malades psychiatriques, les gens qui sont malades, il y en a énormément en prison. Pourquoi? Parce que la psychiatrie est totalement défaillante, qu'on a supprimé des lits, qu'on a arrêté d'embaucher des psychiatres, et que là, la vie est tellement dure dans l'hôpital public que les psychiatres fuient l'hôpital public pour aller dans le privé. Et tout ça, c'est une chaîne qui déraille totalement depuis l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce qui décide de la forme que va prendre la peine? On dit qu'il y a le principe d'individualisation de la peine. Un magistrat va prononcer une peine à l'égard d'un détenu, mais c'est un autre magistrat qui va décider un petit peu de... Ce qu'a fait un magistrat, un autre magistrat peut l'aménager. C'est pas du tout une atteinte à l'indépendance de la Non, mais c'est ce que j'allais dire. de la Et le magistrature, magistrat pas du tout. est indépendant du pouvoir Il est politique. indépendant, il normalement. décide d'une peine. Donc pourquoi il ne choisirait pas une autre chose que l'enfermement, par exemple? Alors le malheur, parce qu'on a créé un groupe de travail là-dessus avec les syndicats pénitentiaires, les Il y a le syndicats juge de d'avocats, liberté de de la magistrats, détention ou... de médecins et les associations qui œuvrent en prison. Moi, j'adore ce groupe. On est tous tombés d'accord. Il faut arrêter ça de la façon la plus saine possible. Et quand un magistrat décide d'une peine, il sait aussi qu'un de ses collègues pourra l'aménager à condition que le détenu monte des gages de réinsertion. Malheureusement, dans l'état des prisons actuellement, c'est un peu compliqué de montrer les efforts qu'on fait. Et moi, si j'étais un détenu malin, je m'inscrirais partout pour montrer, alors que je sais que je n'irai nulle part, à toutes les activités possibles, imaginables. Je sais que ça n'arriverait pas, mais comme ça, je dirais, tiens. Yannick? Mais après, en fait, s'inscrire partout, ça change pas tout, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un drame qui se passe avec quelqu'un qui a eu un aménagement de peine, sur qui on tape, c'est sur les doigts du JAP. Oui. Donc aujourd'hui, les JAP, quand ils prennent une décision... C'est le juge de l'application des peines. Celui qui décide de l'aménagement. Donc aujourd'hui, même eux, leur travail, il est mis à mal, parce qu'ils se disent, si j'accorde un aménagement de peine, qu'il se passe quelque chose derrière, ça me retombe dessus, en fait, je ne prends pas l'initiative. Donc forcément, ça freine énormément. Mais ils en prennent quand même. Ils en prennent quand même, heureusement. Mais il y en a quand même beaucoup. On leur facilite pas la tâche. Voilà, exactement.
Prud'Misoff. Oui, mais Je en vous ai fait, coupé la parole, Il désolé. n'y a aucun souci. Rebondir sur cette question des aménagements de peine, parce que qui va recouper avec la question de la responsabilité des politiques et des médias d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie responsabilité là-dessus, où aujourd'hui on observe des discours absolument démagogiques, où il y a des grandes idées comme ça, comme quoi il ne serait pas possible de proposer un système qui soit différent, qu'il faut diminuer le nombre d'aménagements de peine, etc. En réalité, tous les acteurs et actrices qui s'intéressent de près à la prison et à la justice sont d'accord sur la question. Parce qu'on se fonde sur des études, sur nos expériences, sur des chiffres, sur l'étranger, etc. Et globalement, on est tous d'accord, il faut absolument une régulation carcérale. Donc ces discours qui sont purement politiques ne sont vraiment fondés sur aucune information et participent en fait à faire croire à l'opinion publique qu'on serait dans une situation d'insécurité jamais vue et que du coup il faudrait encore plus incarcérer. La réalité, elle est complètement différente. C'est-à-dire que depuis la baisse qu'il y a eu pendant la crise sanitaire, en 4 ans, on a eu plus 20 000 personnes détenues. En 40 ans, on est à plus 40 000 personnes détenues. Les peines de détention, elles sont 2 fois plus longues aujourd'hui qu'il y a 40 ans. On enferme davantage et on enferme plus longtemps. Plus, exactement, plus et plus longtemps. Contrairement au sentiment que certains hommes politiques et femmes politiques voilà, et ce qui m'a fait penser, c'est justement les aménagements de... Alors, il y a 2 types d'aménagements. Vous avez ceux qui sont directement prononcés par le juge, mais là, le problème, en fait, c'est pas tant l'aménagement, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner une peine de prison avant de proposer un aménagement direct. Pourquoi ne pas directement aller vers l'alternative? Donc là, on est sur le problème, vraiment le nœud du problème, qui est pourquoi la prison reste la référence. Pourquoi, si on veut que la personne le fasse d'une manière aménagée, on la condamne pas directement à une alternative. Et ensuite, vous avez des aménagements de fin de peine qui sont censés être la norme, parce que c'est ce qu'on a dit, la sortie sèche, c'est complètement contre-productif, il faut une transition. C'est le principe dans la loi. Normalement, tout le monde y a accès. Il y a plus des 2/3 des personnes détenues qui sortent en sortie sèche aujourd'hui. Donc en fait, nous, ce qu'on demande, c'est que la loi soit appliquée. Et c'est fou qu'aujourd'hui, ça soit demander la lune, de demander à ce qu'on applique la loi. Puis je voudrais bien savoir, quand on sort de ce que tu as vécu, Yannick, dans les foyers de l'enfance, mais comment est-ce qu'on peut croire aux valeurs de la République? Comment les valeurs que nous on véhicule? Et de fraternité notamment. La fraternité, j'y crois énormément. L'égalité, malheureusement, je n'y crois plus. La liberté, on est en train de parler du contraire. Et je trouve que c'est vraiment moche de se dire qu'on n'a pas le personnel politique qui est à la hauteur de ce qu'on pourrait construire. Alors que j'y crois vraiment. Et d'ailleurs, pourquoi les professionnels qu'on représente à notre groupe de travail et puis d'autres, pourquoi on ne nous écoute pas? Tout le monde le sait que ça ne marche pas ce qui se passe en ce moment. Et puis aussi des rapports parlementaires sur la question, il y en a plusieurs. Le Conseil de l'Europe, après la condamnation, on est suivi, la France, par le comité des ministres, qui s'inquiète à chaque fois de l'aggravation de la situation. C'est-à-dire que lui, il est là pour dire est-ce que la France a exécuté l'arrêt et donc que les détenus sont plus soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Et à chaque fois, il s'inquiète de l'aggravation de la situation depuis la condamnation. Donc c'est quelque chose qui est partagé très très largement. Yannick ? Je sais pas quoi rajouter là tout de suite. De quoi on a l'air? Moi je dis de quoi on a l'air en France là. Je trouve que c'est tellement... Yannick, j'ai une question pour vous. Ouais. Je ne sais plus qui l'a posé dans le chat, pardon. Alors pardon à celle ou celui qui l'a posé, qui disait mais... Bon, enfin, il y a qu'elle qui la repose. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des formations en prison? Voilà. Puis il y a Bandini qui oui, puis un accès à l'école, au travail. C'est pas tout à fait vrai quand même, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est peut-être sur le papier, peut-être dans certains établissements, pas dans tous, je crois. Quand c'est surpeuplé, c'est pas en la maison peine. d'arrêt, parce que quand vous arrivez en maison d'arrêt, Il y a cette idée qu'en prison on peut se former, prendre le temps pour soi. Bon, c'est pas une réalité que vous avez vécue. Non, en fait, parce que déjà du fait de la surpopulation, quand vous arrivez en maison d'arrêt, que ce soit pour une inscription, pour des formations, même pour du travail, en général, il y a 6-8 mois d'attente en moyenne. Et souvent, faire les deux, c'est quand même assez compliqué, parce que vu le monde qu'il y a et les demandes qu'il y a, donc c'est assez aléatoire.
Sans parler que c'est pas parce que vous êtes dans une maison d'arrêt aujourd'hui que demain vous y serez encore, parce que il y a des transferts qui sont décidés sans qu'on vous demande votre avis aussi, en fonction des besoins des établissements et des décisions des magistrats. Donc effectivement, oui, pour poursuivre une formation, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Moi, là où j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là, quand je suis rentré en prison, je ne savais ni lire ni écrire. Je demandais à mes co-détenus toujours de me faire des petits mots pour pouvoir m'inscrire à la salle de sport ou ailleurs. Et jusqu'au jour où je suis tombé en cellule avec quelqu'un qui était condamné à 20 ans. Quand je lui demandais de me faire des petits courriers, il m'a dit en fait non, si tu veux qu'on fasse un courrier, en fait on va le faire ensemble. Et je vais t'expliquer comment on fait un courrier. Donc de cette façon, j'ai commencé à comprendre un peu comment on pouvait s'exprimer par courrier. Et puis ensuite, il m'a expliqué que quand lui, il était jeune, qu'il était à l'école, on lui a toujours dit, et à ses parents et à lui, que c'était un bon à rien, qu'il n'avait aucune capacité. Enfin, là, il était en train de préparer un doctorat. Et il m'a dit que c'était pas un cas isolé et qu'on était tous capables. Donc il m'a vraiment poussé à reprendre les études par correspondance avec Auxilia, qui est une association bénévole, de profs bénévoles. Ce qui m'a permis de passer un CFG, un brevet des collèges, un CAP, un BEP, un DAU. Jusqu'à arriver à il y a 5 ans où j'ai écrit mon autobiographie. Donc c'était quand même une Qui super s'appelle Au-delà revanche. des murs. Donc il s'appelle Au-delà des murs, 22 ans de prison et la Il lumière. fallait me le dire avant, on l'aurait passé dans le chat. Désolé. Donc non, il n'y a aucun problème. Donc ça a déjà été une très très belle revanche sur la vie. Et puis, mais cette chance-là, tout le monde ne l'a pas, tout le monde ne la saisit pas, tout le monde ne la connaît pas. Parce que quand on rentre en prison, on n'a pas un mode d'emploi qui nous dit voilà ce qui est possible. Moi, on m'aurait dit ça ma première peine de prison. En fait, non. Je pensais tellement que j'étais bête, puisqu'on m'a tellement dit à l'école et chez moi, que j'aurais dit c'est inaccessible. En fait, les études, ça sert à rien, je suis pas fait pour. Alors qu'on en est tous capables. Et si chaque gamin arrivant en prison, on leur donnait cette confiance et on leur expliquait ce qui est possible, ce qu'on peut faire, ce qu'ils peuvent faire, je pense que les choses elles seraient quand même bien différentes au jour d'aujourd'hui. Alors, nous avons un viewer qui s'appelle Yannick Deslandes fan, ou cela de votre fan club, votre attaché de presse, je ne sais pas, qui en tout cas qui a mis les références du livre. Ah, c'est bien. C'est Au-delà des murs de Yannick Deslandes et c'est paru chez Ballant. Une question donc de Yannick Deslandes fan. Salut. C'est avec la difficulté d'accès aux formations en prison et les contraintes budgétaires. Comment pensez-vous que le système pourrait mieux soutenir la formation professionnelle des détenus pour qu'elle soit réellement un levier de réinsertion? Dominique Simoneau, Mais peut-être? c'est tellement dommage, parce qu'il y a des gens, auxiliaires, Vous en êtes la d'autres, preuve, là. qui font des belles choses en prison, qui donnent de leur temps pour la prison. Des artistes, des intellectuels, des profs, des moniteurs de sport, des tas de gens qui donnent du temps en prison, mais malheureusement, peu de gens y ont accès, trop peu, très peu. Vous vous rendez compte que 30 à 40% des rendez-vous médicaux sont annulés à l'intérieur de la prison parce qu'il n'y a pas assez de surveillants pour amener les détenus au service médical à l'intérieur de la prison. Et d'ailleurs, je voudrais dire un mot des surveillants, parce qu'il y a deux populations qui vivent ensemble en prison. Et je peux vous dire que les surveillants, ils ont une vie épouvantable, qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y a pas mal de suicides, il y a beaucoup de violence parce qu'il y a trop de monde. Les détenus, ils me le disent, les surveillants aussi, il y a trop de monde, donc on devient tous un peu fous. Et il y a des violences entre détenus, des violences des détenus sur les surveillants et des violences des surveillants sur les détenus. Ce qui est très grave, très très grave. Alors que il y a un cliché qui veut que ce soit deux populations qui se détestent, c'est faux. C'est faux. Et en plus... Elles vivent toutes les deux dans le même mais endroit. bien alors, sûr, mais une bien plus libre sûr. que l'autre, évidemment. Il y a des surveillants super, tu as dû en rencontrer, bon, moi aussi. Mais simplement, là, la situation est telle qu'elle est dramatique, elle est très inquiétante. Mais il va y avoir un énorme malheur. Il y en a tous les jours des malheurs. Mais j'ai peur qu'il arrive vraiment des choses très graves. Vous pensez à quoi? Je sais pas, une mutinerie qui tourne mal, un incendie, parce que vous savez que les commissions de sécurité, elles passent, elles vérifient les risques d'incendie, mais c'est par rapport au nombre de places théoriques de la prison et non par rapport à son nombre d'habitants. Mais on voit des choses, vous frémiriez si vous voyez les prises décrochées des murs avec 4 multiprises, des fils qui pendent, tout raccroché. Quand vous savez que il n'y a pas de chauffage, les détenus ils mettent leur plaque chauffante à fond pour ne pas mourir de froid. L'été, c'est vachement dangereux, mine de rien. Les frigos qui claquent, enfin bon... Yannick, ça a l'air de vous évoquer quelque chose, je vous vois hocher de la tête.
Oui, bien sûr, puisque déjà j'ai connu plusieurs incendies en prison, hein, la fumée dans le couloir, enfermé dans la cellule, Ça doit être la fumée qui passe sous Absolument la porte. terrifiant parce que vous ne pouvez pas On ne peut sortir. pas sortir, on peut absolument rien faire. On entend les cris de partout et je pense à une fois en particulier où vraiment les surveillants ne voulaient même pas rentrer dans la coursive tellement que c'était devenu dangereux et il y avait un surveillant qui a pris l'initiative de venir ouvrir à tout le monde. Heureusement qu'il était là parce qu'on serait nombreux à pu être là aujourd'hui. Donc oui, forcément, ça me renvoie des vieux souvenirs. Et même encore aujourd'hui, je suis très très actif sur les réseaux sociaux depuis l'édition de mon livre parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup apporté, que ce soit aux familles de détenus, aux détenus eux-mêmes. Et parfois j'ai encore eu un retour, c'était la semaine dernière, où on me disait j'ai ma fille que je viens d'avoir au téléphone qui est en prison et il y a un incendie là où elle est. Donc la maman qui était en panique. Donc c'est des choses qui existent encore. Et Qui existent tout le temps. bien sûr, et quand vous parliez des fils électriques. Par exemple, quand j'étais à la prison de Fresnes, il faut savoir que Fresnes c'est très vétuste. Il n'y a pas de possibilité de chauffer l'eau avec avec des bouilloires parce que l'électricité du bâtiment ne le permet pas. Encore il n'y a pas très longtemps, hein, on chauffait de l'eau en branchant une prise électrique, on mettait des vis dedans, on mettait directement de l'électricité dans l'eau. Le plus Pour et le chauffer moins l'eau. dans l'eau pour faire Voilà. C'est ça. Donc si vous mettez le doigt, vous n'êtes plus là. Donc il y a des choses comme ça malheureusement qui existent encore au jour d'aujourd'hui. On parle des gens dans la prison, il y a aussi ceux qui sont dehors, ce sont les familles par exemple. Pour elles aussi c'est évidemment difficile, mais comment on peut améliorer, je sais pas, comment ça se passe le lien avec les familles, les amis, dont on dit qu'il est un peu compliqué par l'administration pénitentiaire parfois. Alors il est... Alors parfois, parfois L'administration volontairement, pénitentiaire, mais je voudrais dire quelque chose. Pour elle, l'administration pénitentiaire n'est pas un hôtel. Elle peut pas afficher complet, parce que l'administration pénitentiaire, il faut le savoir, elle est absolument d'accord avec nous sur le fait que c'est plus possible de vivre comme ça. Alors même s'il y a des postures qui sont pas tous libres de leur parole, enfin les directeurs de pénitentiaires et les surveillants, tout le monde dit ça suffit, on n'en peut plus. Et voilà, ils sont obligés d'accepter les gens qu'on leur envoie. Pardon. Non, avec plaisir. Non, effectivement. Enfin, moi, j'ai rencontré que ce soit des surveillants ou des directeurs de prison qui étaient vraiment très très bien. Notamment la directrice de la dernière prison que j'ai fait, avec qui je suis toujours en contact et qui m'a beaucoup aidé en tout cas dans les décisions que j'ai prises de m'en sortir. Après, il y a des cons partout hein, dans tous les corps de métier. Mais effectivement, ils sont débordés comme tout le monde parce que c'est plus vivable ni pour eux, ni pour les détenus, et ni pour les familles de détenus non plus. Il y a quand même eu des améliorations avec la mise en place des unités de vie. Ça a quand même changé des choses. qu'est-ce que c'est les unités de vie? C'est des petits appartements qui sont mis au sein de certains établissements qui permettent aux détenus et à leurs familles de se retrouver entre 6 heures et 72 heures. 4 fois dans l'année, ça dépend des établissements. Donc ça permet quand même de passer du temps avec sa famille, ses enfants, ses parents, sa compagne, de se retrouver un petit peu dans une petite parenthèse pendant le temps de prison. C'est vraiment un moment très très important qui permet aussi aux détenus d'avoir cette attente tous les 3 mois qui permet aussi de passer sa peine. Bien sûr, ça n'existe pas dans les maisons d'arrêt. Si, peut-être dans les tout nouveaux établissements, non même pas, je crois pas. Enfin voilà, il y a quand même eu des améliorations. Il n'y aurait personne pour les amener. Oui, bien sûr. Après, la difficulté après pour les familles, c'est souvent la distance, parce que quand un magistrat décide de placer un détenu dans tel établissement ou tel établissement, il ne tient pas forcément compte de la distance d'où se trouve la famille. Donc c'est même plus dur pour la famille, parce qu'il y a les trajets, c'est pas le magistrat qui décide. Des frais. Ça arrive. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Pour une instruction. Oui, pour une instruction. J'étais placé à l'isolement, on m'a retiré tous les permis de visite le jour de la naissance de mon fils. Parce qu'on estime qu'il faut vous éloigner du lieu de la commission du délit ou du crime, c'est ça? Ou même des fois, moi j'ai été changé plusieurs fois d'établissement, donc voilà, j'étais assez baladé avec tous les permis de visite qui avaient été retirés, donc plus de contact avec l'extérieur. Voilà, c'est des cas un petit peu exceptionnels, mais qui arrivent également. Mais après, non, dans les établissements, en général, quand même, il y a pas mal de choses qui sont faites au jour d'aujourd'hui, quand même, pour le maintien des liens familiaux.
Oui, peut-être sur cette question-là, c'est vraiment intéressant de parler des proches et des familles parce que c'est une question qu'on aborde en réalité peu. Et c'est vrai qu'on donne tout le temps le nombre de personnes détenues, bon, parce on est effaré chaque mois On ne un dit peu pas le nombre plus. de familles. Alors, en fait, 79 000 personnes détenues, effectivement, c'est 79 000 familles. Et en plus des familles, c'est 79 000 proches. Donc, en fait, les personnes qui sont concernées par la prison, bien sûr, il y a ces 79 000, mais elles se comptent en centaines de Fois milliers 2, de fois 3, personnes. fois 4, fois 5 éventuellement. Exactement. Et en plus, il y a aussi cette idée que les personnes détenues seraient là pour des très longues peines. Alors, évidemment, ça existe et c'est une problématique vraiment importante en tant que telle, mais en fait, la majorité des personnes détenues sont là pour des durées relativement courtes. Donc, quand on a ce flux de personnes, ça veut dire qu'on a aussi ce flux de familles qui sont concernées. Donc en réalité, la prison, c'est vraiment pas l'affaire uniquement des personnes qui sont entre quatre murs. C'est une affaire beaucoup plus globale qui nous concerne quand même beaucoup. Tous. Et sur cette question du maintien des liens familiaux, moi je trouve qu'il y a quand même la question très intéressante du téléphone, qui est extrêmement cher aujourd'hui. On est sur des forfaits téléphoniques. Alors, comment ça marche? Il faut que vous expliquiez. Alors, vous avez des cabines téléphoniques qui avant étaient dans les couloirs principalement, qui principalement étaient dans les couloirs et qui maintenant, alors c'est pas encore totalement fini, mais qui sont principalement dans les cellules. Ça a un coût qui est vraiment de l'ordre de ce que moi j'ai pu connaître quand j'avais peut-être 12, 13 ans. On est sur des forfaits téléphoniques. Pas du tout comme aujourd'hui à avoir des forfaits où on paye pour limiter. Là, il faut payer parce que ça dépend où est-ce que vous appelez. Si vous appelez sur un fixe, si vous appelez sur un portable, si vous appelez en outre-mer, etc. Comme à l'époque des Nokia. Exactement. Oui. 10 minutes Pardon, Nokia. par jour vers un portable, selon, c'est entre 40 et 375 € mensuels. Et il faut savoir qu'outre-mer, l'appel passe par Paris. Si vous appelez d'outre-mer, de Guadeloupe à Guadeloupe, votre appel repasse par Paris et vous coûte alors là, avant de revenir en Guadeloupe. C'est Telio, la société qui a installé les téléphones gratuitement et se rembourse sur Qui a le les monopole communications. d'exploitation de la communication téléphonique dans les prisons. Oui. Et ça, c'est une vraie problématique parce Non, mais ça pose que question. on Tout est à quand fait. même sur des. En plus, la population détenue est quand même majoritairement une population précaire. Quand on parle de l'impact sur les familles, il est aussi financier cet impact. Parce qu'en réalité, souvent on dit la personne détenue, elle a rien à charge, etc. Bon, en réalité, il y a ce coût-là, il y a le coût du quotidien en prison, puisqu'il y a énormément de choses à cantiner, avoir un réfrigérateur, avoir une télévision, tout ça, ça se paye. Acheter de la nourriture, puisque souvent la nourriture est insuffisante ou de qualité relativement médiocre. Mais en parallèle de ça, il y a aussi le loyer de la famille qui continue de courir. Il y a éventuellement les remboursements de crédit, les abonnements, etc. Et donc les familles souvent vont se retrouver avec ça à charge, avec la difficulté que la personne détenue pourra difficilement participer à, en tout cas comme elle le faisait avant, puisque le travail en prison, on est sur une rémunération qui est absolument dérisoire. Et sur la question du téléphone portable, je pense que c'est vraiment important parce que, enfin, du téléphone et du coup qui conduit à la question du téléphone portable, c'est vrai que je le dis spontanément. C'est le téléphone dans la cellule. Là. Parce qu'en réalité, quel autre choix pour les personnes détenues pour échanger avec leur famille si elles n'ont pas accès au téléphone portable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, téléphone portable, c'est potentiellement sanction disciplinaire. C'est potentiellement aller au quartier disciplinaire pendant des jours et des jours. Enfin, ça grouille de téléphone portable en prison. Oui, mais c'est ça, c'est cette ambivalence de Oui. c'est relativement accepté. Donc tant que vous ferez pas trop d'ennuis, on vous laissera votre téléphone portable. Par contre, le jour où on veut vous sanctionner, on sait que vous avez un téléphone portable. Il suffit d'ouvrir la porte, de fouiller la cellule, vous avez le téléphone et vous êtes sanctionné par du quartier disciplinaire. C'est vraiment typique de ce qu'on appelle la carotte et le bâton en détention. J'ajoute qu'il n'y a pas que le téléphone portable, parce que parfois, moi, quand je suis dans des coursives, dans un halo de shit, d'odeur de shit, de fumée, et les prises, les saisies sont très parcimonieuses, disons très prudentes, parce que tout le monde dans la prison sait que ça va calmer et qu'il vaut mieux que les gars fument un peu ou prennent je sais pas quoi pour que ça pète pas, quoi. C'est ce que vous avez vécu, Yannick?
Oui, bien sûr. Enfin, comme je le dis souvent, en prison, aujourd'hui, on trouve un peu de tout. Entre l'allongement des peines et la surpopulation, c'était la manière d'établir une paix sociale. Donc, c'est plus que toléré C'est aujourd'hui. ce que dit Volka au moment où vous le dites. La paix sociale, nous dit Ben, Volka. c'est Volka, exactement vous ça. êtes connecté à Yannick. Non, et donc c'est vraiment ça, hein. Je veux dire, on enlève les téléphones, on enlève les drogues qui apaisent beaucoup de monde. Les prisons, elles tiendraient pas de toute façon. Enfin, pas dans l'état actuel des choses. Après, moi, quand j'entends parler du téléphone portable, en réalité, je trouve que c'est un faux problème parce que c'est vrai que tout le monde, souvent on entend, oui, mais les évasions et les trafics qui sont menés de là-bas, etc. À l'extérieur, c'est pareil. On n'enlève pas tous les portables à tout le monde pour autant. Et au contraire, je veux dire, ça sert même aux services judiciaires pour mener leurs enquêtes. Bah, tu Et connais l'histoire, hein. Forcément. il y avait des évasions avant les téléphones portables, Exactement. en réalité. C'est pas le téléphone qui fait qu'il y a des évasions. Un des jour, dans trafics. une prison, il y a eu une grosse rafle de portables. Et le soir même, 2 juges d'instruction ont appelé en disant Ça va qu'est-ce pas la que vous tête avez fait? Ils Exactement. étaient sur écoute, rendez-leur leur portable. Exactement. Puis en plus, la majorité des détenus qui ont des téléphones portables, c'est pas pour faire du trafic, contrairement à ce qu'on croit, c'est vraiment un tout petit exactement. nombre qui font ça. C'est pour appeler ses gosses, c'est pour appeler sa nana, c'est pour appeler ses parents. Quand vous êtes écouté, comment vous voulez avoir une conversation avec votre femme le soir tranquillement, alors que vous savez que les agents vous écoutent. Vous pouvez pas être vous-même. Évidemment, vous prenez un portable. Puis l'histoire du prix, comme vous disiez tout à l'heure, je me suis vu payer jusqu'à 450 euros par mois de téléphone. Là, j'ai rencontré une femme, elle paye 350 € par mois de Bien sûr. téléphone pour appeler ses enfants matin, midi et soir. C'est ça, tout à fait. C'est quand Mais on voit. une question me vient, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo, mais c'est intéressant. C'est Télio qui écoute ou c'est l'administration pénitentiaire? Ah non, c'est pas Télio qui écoute. Il y a pas de. Là, elle peut écouter, mais vous imaginez pas qu'elle écoute tout le monde, la Non, mais c'est pénitentiaire. pas un service qui a Et été. d'ailleurs, voilà, et malheureusement, il y a des drames, comme l'évasion horrible là, qui a causé la mort de 2 surveillants. Croyez-moi, je suis allée aux obsèques, à la cérémonie. Waouh, mais c'est pas, ça n'est pas, c'est un exemple parmi d'autres. Les autres, c'est tranquille, ils appellent leur famille. Et puis, de toute façon, nous, au contrôle général, vous aussi, je crois, on prône le fait que tout le monde ait des portables, puisque dehors, on a des portables. Sinon, vous vous retrouvez avec des gens qui, après une longue peine, ne savent plus comment se conduire dehors. Et même au-delà des portables, quand j'étais en centrale, l'ordinateur. j'avais mon ordinateur que j'avais acheté, on était obligé de faire rentrer des clés 4G pour pouvoir avoir un accès à Internet, ce qui était illégal bien sûr. Mais en ce qui me concerne, j'ai préparé mon code pour passer mon permis de conduire en sortant de cette façon. J'ai fait mes recherches pour trouver des formations pour ma sortie grâce à ça. J'ai jamais fait quelque chose d'illégal avec mon ordinateur, mais c'était une vraie utilité pour pouvoir préparer ma sortie. Bah si, tu faisais quelque chose d'illégal, J'utilisais Internet. puisque tu avais Ouais. Internet. On est d'accord. Et moi, je trouve qu'on devrait avoir Internet avec des Des contrôles, filtres, des des contrôles, blocages, bien des filtres. C'est techniquement Mais tout à fait Rien possible. que pour les démarches. Oui, ça là-dessus, on s'est retrouvé un peu par hasard à commencer à discuter de ça avec un certain nombre d'organisations, d'associations, et on s'est retrouvé à une trentaine d'organisations qui interviennent sur le milieu prison-justice à défendre l'accès à Internet en prison, parce que chacun, en fait, de notre place, alors que ce soit des organisations de magistrats, d'avocats, de bénévoles en détention ou d'organisations extérieures comme la nôtre, en fait, on s'est rendu compte chacun à notre place des ravages que faisait l'absence d'Internet en prison. Et effectivement, comment... Alors, il y a ce double discours en prison. Hein. Vous êtes responsable de votre détention. Il faut vous prendre en main. Mais avec quoi ? Concrètement, vous êtes enfermé dans votre cellule, on ne vous donne pas accès à Internet. Vous voyez votre conseiller d'insertion et de probation peut-être une fois par mois, si vous êtes chanceux en général. Parfois, vous avez un assistant social pour 900 détenus. Donc, si vous n'avez pas accès à Internet, comment vous faites ? Pour chercher un travail, pour chercher un logement. Ça permettrait aussi de maintenir les liens familiaux de manière beaucoup plus facile. Aussi, au moment où vous êtes incarcéré, comment vous faites si vous n'avez pas de soutien à l'extérieur pour résilier les abonnements, pour tout un tas de choses, même rendre votre appartement simplement. Vous êtes condamné à 5 ans. Si personne ne peut s'occuper de toutes les démarches administratives, en fait, et donc on vous rend complètement dépendant d'autrui, alors qu'il n'y a pas vraiment d'autrui, sauf si vous avez du soutien à l'extérieur, et qu'en plus on vous pousse à être autonome. Dominique. Non, mais j'abonde tout à fait. C'est vrai que chaque fois qu'on discute avec des professionnels, on est tous d'accord.
Voilà, ce système est vraiment mauvais, il est pernicieux. Et il pousse les gens à la faute. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme autre système alors? Maintenant qu'on a Bah, un peu conclu que moi, il y avait un peu trop de gens en prison pour de mauvaises raisons et dans des conditions épouvantables. À parler de l'Angleterre, je vous ai parlé de l'Allemagne, partout en Europe, dans les pays, disons, normaux, la population carcérale baisse parce que tout le monde sait qu'il faut bien arriver. Le but étant d'éviter la récidive, bien sûr. Et donc, tout le monde est d'accord qu'il faudrait un autre système, plus intelligent, plus réaliste, plus pragmatique. Parce que c'est ça qui est énervant. C'est que quand on ne cesse de répéter ce qui nous, à la fin, moi j'ai l'impression de radoter, de répéter toujours la même chose au personnel politique, dehors dans les colloques, partout. Je sais que ces idées font leur chemin, parce que mine de rien, oui, elles font leur chemin, mais pas assez vite à mon goût. Et là, on perd du temps. Et aussi, je crois, parce qu'on veut toujours réinventer quelque chose de vraiment nouveau, alors que la base, ce serait de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire on incarcère de plus en plus et de plus en plus longtemps, alors qu'il n'y a pas de motif pour le faire, puisqu'il n'y a pas d'augmentation de la délinquance quand on voudrait nous le faire croire. Ça, c'est posé par des organismes assez sérieux, comme la Cour des comptes, dans un rapport d'octobre 2023 qui est assez récent, et plein d'autres, je cite que celui-là, mais c'est quelque chose qu'on sait, c'est des études qui sont menées par l'INSEE, de victimation, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'en 40 ans, il y ait 2 fois plus de personnes détenues pour 100 000 habitants, par exemple. Donc, la première chose à faire, c'est d'incarcérer moins. Il y a les peines planchées qui sont passées par là, peut-être? Alors, oui, mais ça fait un moment, là. Il y a eu un gros effet des peines planchées au moment où elles étaient en cours. Mais en 2012, elles disparaissent. Il y a eu les retours. C'est très technique. Oui, et en réalité, ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose quand même de très continu dans cette augmentation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on emprisonne davantage? Mais voyez, parce qu'on a des politiques toujours plus répressives. Oui. Vraiment, ça, je veux dire, on regarde, il y a une étude qui a été faite par Le Monde, il regarde le premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 5 ans. Il y a 120 infractions punies de prison qui ont été créées ou durcies en 5 ans. Donc des comportements qui n'étaient pas punis de prison avant qu'ils le deviennent, ou alors on dit la peine n'est pas assez sévère. Alors en général, ça c'est complètement déconnecté de la réalité de la peine, et donc on va aggraver cette peine. Et nous, à l'Observatoire international des prisons, on s'est dit tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique globale de politiques qui sont tout le temps dans la surenchère. Et donc on est allé regarder de manière plus large, alors sur 6 mois seulement, mais on a regardé les lois qui avaient été votées et aussi tout ce qui était proposé pour créer des infractions punies de prison ou aggraver des peines. 6 mois, il y a eu plus de 200 propositions dans ce sens-là par des parlementaires. Donc la première chose à faire, c'est de prendre une dynamique inverse. C'est-à-dire déjà arrêter cette dynamique-là et revenir peut-être un petit peu en arrière sur certaines choses. On peut dépénaliser des comportements. S'il y en a qui n'étaient pas punissables de prison il y a 2 ans, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a des dispositifs structurels qui créent de l'incarcération. Tu en parleras bien mieux que moi, la comparution immédiate. On est sur une procédure de jugement qui est très rapide, où tout est fait pour qu'on ne puisse pas individualiser la peine. On n'a pas le temps de regarder... Alors, l'option, c'est on vous propose la comparution immédiate, si on vous propose une peine, en fait, c'est on vous propose une peine tout de suite. Expliquez peut-être... Ah oui, c'est la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le procureur vous dit, écoute, c'est encore autre chose, ouais. Oui, c'est encore autre chose, mais ça va très vite. Mais bon, en général, paraît-il, il y a peu de mandats de dépôt. Moi, je crois qu'il y en avait beaucoup, mais je crois qu'il y en a peu. En tout cas, il dit, écoute, mon gars, t'as fait ça. Soit tu vas à l'audience en comparution immédiate, et si le gars connaît la comparution immédiate, soit tu dis oui à 3 mois. Parce que mandat de dépôt, ça veut dire que vous allez directement en prison. Et les comparutions immédiates, en réalité, ce qu'on sait, c'est que des personnes sans domicile fixe, des personnes sans emploi, ont beaucoup plus de probabilité d'être jugées en comparution immédiate. Et la comparution immédiate, c'est 8 fois plus de risque d'être condamné à une peine de prison ferme par rapport à une procédure classique. Pourquoi ? Parce que
je crois que la moyenne, elle est autour de 10 minutes par audience. Non, non. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Tu La dirais combien? comparution immédiate, Ouais. je dirais 20 minutes ou une demi-heure. Ok. Bon, c'est très court. Mais c'est très C'est court. très court pour entendre 10 minutes, ce pour serait quand décider même... du sort de quelqu'un et de Bah, l'envoyer c'est ou effrayant. non dans une cellule. Enfin, Surtout c'est c'est ça que quelqu'un vous voulez dire. dont on, Vous êtes au comme moins le d'accord dit là-dessus. Prune Missoff, dont on ne sait rien. On ne sait rien de lui. Mais en fait, on n'a pas le temps d'aller vérifier. C'est-à-dire que l'individualisation de la peine, le fait d'aller chercher une alternative, ça va passer par connaître qui est cette personne, son emploi, son logement. Là, cet été, on a des militants qui sont allés voir des audiences et ils nous racontaient des cas où, parce qu'on était le samedi, en fait, ils ne parvenaient pas à appeler pour vérifier pour le logement, l'emploi, et donc la personne partait, par exemple, en détention provisoire, donc dans l'attente du jugement, en détention plutôt qu'une alternative, uniquement parce qu'ils n'avaient pas pu vérifier les choses. Donc, Ça, les directeurs de prison, ils te disent à quel point ils sont désespérés de l'afflux de détenus provisoires venant des comparutions immédiates pour le week-end et qui vont donc devoir pousser les murs encore, alors que lundi, il y aura l'audience. Pourquoi ne pas laisser... Et ça, tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais en fait, la comparution immédiate, elle s'est vraiment élargie au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'au début, elle n'avait pas vocation à être aussi présente comme procédure, et de plus en plus, ça s'élargit, et donc ça concerne toujours plus de personnes, et ça crée toujours plus d'incarcération. Donc là aussi, on a un levier intéressant sur lequel on peut travailler. Il n'y a pas besoin d'inventer grand-chose, il faut juste revenir un peu à l'essentiel. Mais moi, je dirais que tous nos concitoyens devraient aller voir les comparutions immédiates. Et les hommes politiques et le président de la République, je trouve, ils devraient aller... Non, il n'entrera pas dans la salle d'audience comme ça, mais bon, regardez Non. ce que c'est qu'une audience de comparution Vous immédiate avez pour voir... vécu, Yannick, des comparaisons immédiates? Oui, ma dernière affaire, on était 7 co-détenus, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, avec chacun des degrés différents de responsabilité, puisqu'il y avait le grossiste, les clients des clients, etc. Bizarrement, tout le monde a été condamné à la même peine, 4 ans tout le monde, allez hop. Donc voilà, c'était un résultat assez étonnant quand même pour tout le monde. 4 ans, c'est une grosse peine. Volker dans le chat qui dit en plus les gens ne savent pas qu'ils sont en droit de refuser pour préparer leur défense. C'est peut-être le cas aussi. Le malheur, c'est On m'a que défendu en 20 minutes forcément. on le propose, un délai pour préparer la défense, mais malheureusement, c'est souvent en prison que ce délai se passe. C'est ça. C'est ce qui s'était passé, on nous avait accordé un délai de 2 mois, sauf qu'on est tous incarcérés au même endroit. Oui. Mais l'audience en elle-même, ça n'a rien changé, je veux dire. Ça a été vraiment, ils ont balayé l'audience assez rapidement. Et puis, autant le procureur avait demandé des condamnations différentes en fonction du degré de l'infraction, de la responsabilité de chacun. Mais quand on a entendu vraiment la peine identique pour tout le monde, personne n'a compris en tout cas. Chers amis, je vois que l'heure tourne, il est 19h58, passé voilà. de 30 secondes, et j'ai promis de vous libérer à l'heure. Dominique Simoneau, le mot de la fin. Je vais reprendre ou le mot de la suite, la conclusion. Je vais reprendre ce que m'a écrit un détenu très spirituel. Il m'a dit, vous vous rendez compte, madame, 120 € par jour, tout ça pour fabriquer de la récidive, ça fait un peu cher. Prune, le mot de la fin. Du coup, je vais rebondir sur la question du coût. Pour 2025, on va dépasser 5,4 milliards de dettes à cause de la construction de nouvelles places de prison. C'est une politique qui est extrêmement coûteuse, et si on peut pas investir en fait dans le reste, dans l'accompagnement, la réinsertion et dans un autre modèle, c'est aussi parce qu'on met tout l'argent dans la prison, et ça c'est l'argent de tout le monde. Donc on a tous une responsabilité collective pour demander à ce que notre argent soit mieux investi. Yannick, le mot de la fin. Souvent, je compare la délinquance à celui qui est dépendant à la cigarette. Et c'est pas parce qu'en fait, je connais pas de fumeur qui est heureux de fumer, mais Dominique Simoneau. il y a vraiment des exceptions. Mais en tout cas, le fait est que c'est pas parce que on rechute 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on n'y arrivera pas à arrêter le tabac. La délinquance, c'est pareil. C'est pas parce qu'on rechute 1 fois, 2 fois, 4 fois qu'on n'a pas toujours cette volonté, qu'on n'y arrivera pas. Et je reste quand même convaincu que si on trouve les mains tendues au moment où il le faut, tous ensemble, on est vraiment capable d'éviter beaucoup de récidives et de permettre à beaucoup de gens, en tout cas, de vivre autrement. Merci.